En quelques mots, donc, sur ce qu'on peut appeler la rentrée sociale, non, mais la rentrée politique. Vous avez peut-être vu ces derniers jours, en tout cas hier soir au journal de France 2, c'était pas mal. Il y avait un reportage qui nous expliquait qu'on était en train de sortir de la crise. On a 0,2% de croissance prévue pour l'année 2013 en France et à peu près 0,3 je crois de croissance pour l'ensemble du continent européen. Voilà, on a eu droit à des discours plutôt optimistes sur la suite en disant qu'on sortait de la crise et puis des reportages sur des petits patrons, pareil, je sais pas si vous avez vu, des patrons de PME, des restaurateurs qui disaient qu'ils allaient pouvoir embaucher, que finalement ils étaient rassurés et que l'activité allait redémarrer, qu'ils sentaient frémir tout ça, que partout ça bougeait, que les clients recommençaient à consommer. Et donc voilà, finalement on s'aperçoit que on est sorti du tunnel, ou en tout cas on serait sorti du tunnel. Donc ça c'était les reportages hier à France 2, mais enfin c'est vrai que c'était quand même un discours qu'on entend depuis quelque temps, où on sortirait des grosses difficultés. Et la preuve en est qu'en France, par exemple, en août, le chômage a pour la première fois baissé. Ça faisait au moins à peu près 3 ans que le chômage montait. Mais là, il a baissé. Alors, c'était au départ de 50 000 personnes, enfin chômeurs en moins. Mais bon, ils se sont aperçus qu'il y avait des erreurs de calcul. Et finalement, ce serait moins 20 000. Mais bon, voilà, c'est une preuve supplémentaire comme quoi on sortirait de la crise. Alors, je sais pas, quand on entend tout ça, qui c'est qui peut croire à ces sornettes ? Et surtout qu'on voit bien la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. D'une part, il y a la question de l'ensemble des reculs sociaux qu'on a connus récemment, mais aussi ceux qui sont programmés. Parce qu'on entend bien les discours du MEDEF, on entend bien les discours patronaux globalement, mais on entend bien aussi les discours du gouvernement, où à chaque fois qu'on nous annonce ou des réformes ou des projets de modification de quoi que ce soit, on sent bien que derrière ce sont des attaques à la fois contre les services publics, contre l'emploi, contre les conditions de vie ou même contre les conditions de travail. On sent bien que tout ça est loin d'être fini et donc il y a le côté aussi que cette propagande-là, elle pourrait peut-être servir juste à calmer, enfin je sais pas si c'est le problème qu'ils ont, mais enfin bon, en tout cas, il y a un jeu de propagande qui a les deux choses, quoi. D'un côté, la pression qui est exercée pour expliquer qu'il n'y a pas le choix, qu'il va falloir accepter, encore une fois, ce qu'ils appellent des reculs sociaux, puis tout ça lié évidemment au fait qu'il faut payer une dette, que donc il faut réduire les dépenses publiques. Enfin, tout ce discours-là, vous le connaissez à peu près par cœur. Et puis en même temps, d'essayer de nous rassurer en disant, voyez, on va commencer à sortir du tunnel, et que donc ça permet aussi de justifier ces attaques, puisqu'au bout du compte, c'est utile, puisqu'en fin de compte, on se retrouve à pouvoir sortir d'une crise. Donc ça, c'est du baratin, c'est toute une propagande. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire aussi qu'on est dans une situation qui est terrible parce que on est à la rentrée, donc une période où on pouvait espérer qu'il y aurait une bataille au moins contre la réforme des retraites proposée par le nouveau gouvernement de gauche, qui fait très original puisque c'est aussi des cotisations supplémentaires et c'est aussi, au bout du compte, des reculs de l'âge de départ à la retraite qui sont programmés. Donc à cette époque-là, on aurait pu penser qu'il y aurait une résistance sociale, ou en tout cas la renaissance du mouvement social. Et malheureusement, même si les manifs du 10 septembre étaient pas mal, même si les manifs du 10 septembre ont permis à des tas de militants de se retrouver et de discuter un peu des perspectives, où on sentait bien que ça faisait du bien à pas mal de militants, aujourd'hui, on est dans une situation complètement dingue, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous donné, ou alors plein de rendez-vous qui varient selon les départements et qui varient selon les syndicats, mais on voit bien qu'on ne va pas vers une mobilisation générale, ou en tout cas qu'il n'y a pas beaucoup de volonté de la part des directions syndicales, ou même de la part de tout un milieu politique à gauche, il n'y a pas une grosse volonté de construire une véritable mobilisation, de construire un véritable rapport de force qui puisse par en bas, en réoccupant la rue, imposer d'autres choix politiques à ce nouveau gouvernement-là. Donc la rentrée, au lieu d'avoir ce débat-là, c'est-à-dire comment on fait pour construire la convergence des luttes, comment on fait pour élargir une mobilisation, le problème qu'on a, les débats, c'est ceux, je vais vous en dire 3, parce que on a été ces derniers jours quand même pas mal envahi de ce qu'ils appellent des grands débats publics, enfin ce que moi j'appelle des grands débats publics, mais bon, le premier, c'est faut-il travailler le dimanche ? Donc ça, c'est quand même bien à l'image de là où on en est aujourd'hui, où le patronat, enfin comme Sephora, Leroy Merlin ou Bricorama, sont en train de se servir de quelques salariés soi-disant volontaires, mais c'est vrai aussi qu'il y a des salariés volontaires, se servir de ces salariés-là pour dire, voyez, on a besoin d'ouvrir les boutiques le dimanche parce que c'est une question de liberté du travail et que c'est aussi une question de pouvoir d'achat puisque le dimanche, on le sait tous, on est quand même un peu mieux payé ou plutôt un peu moins mal payé grâce à la majoration ou des horaires du dimanche, des horaires fériés ou même des travails de nuit parce qu'il est question,
comme Sephora ou d'autres magasins, d'ouvrir les magasins jusqu'à minuit le soir et qui permettait donc à des tas de salariés certainement de pouvoir limiter la casse à la fin du mois en ayant ces majorations de salaire. Mais ce qu'on voit surtout donc c'est ce patronat qui utilise les salariés, qui utilise ces soi-disant bons sentiments ou même le truc complètement surprenant, c'est ce patronat qui se place en défenseur de la cause des salariés, du pouvoir d'achat des salariés. Il n'y a pas que les patrons parce qu'à la télé on a vu circuler quand même pas mal de politiques réactionnaires, hein, Balkany, défenseur du pouvoir d'achat des salariés, qui dit qu'il faut que les pauvres gens puissent avoir la liberté de travailler ce jour-là, qui se positionne évidemment contre les syndicats qui, eux, ce sont finalement des entraves à la liberté du travail, des entraves à l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Donc on a Balkany, puis on a plein de chroniqueurs, tous réac au possible, hein, qui font des sorties pour les salariés, pour le pouvoir d'achat. Enfin, le monde à l'envers. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein, tous ces affreux réacs qui commencent à défendre, bon voilà. Mais là, on est véritablement dans une propagande, dans une offensive patronale qui est tordue, parce que voilà, ce sont des arguments qui peuvent toucher pas mal de gens, parce que les discussions qu'on a pu avoir autour de nous dans les entreprises ou dans la rue, ben, c'était pas si simple que ça. Hein, des tas de gens pensent qu'effectivement, pourquoi pas, bosser, ça pourrait aider les gens à avoir un salaire moins mauvais. Donc ça, c'est un truc, c'est un des débats actuellement. Et nous, ce qu'on voit derrière, ben, c'est derrière cette offensive patronale qui est pleine de culot, pleine de mépris. Eh bien, on voit derrière évidemment des attaques qui viennent parce que le travail du dimanche banalisé ou le travail férié banalisé, ben, derrière, c'est qu'à un moment donné, ça servira plus à rien d'avoir des heures majorées le dimanche ou les jours fériés puisque ça sera le commun pour tout le monde. Donc derrière, on sent bien que finalement, eh bien, la machine infernale, elle peut aller très loin. C'est la disponibilité 24 heures sur 24 des salariés et c'est en fait une précarité sans limite, où on vient quand le patron demande de venir, et là on voit bien que le patronat, ben, ce qu'il veut faire, c'est liquider toutes les contraintes, tous les interdits qu'il peut y avoir aujourd'hui, tout ce qui peut limiter l'exploitation, et on voit en même temps ben, tout le chemin qui se fait à l'envers, puisque les générations précédentes, 19e siècle ou 20e siècle, mais c'était les batailles pour les jours de repos, pour limiter le nombre d'heures par jour, y compris le travail de nuit. Et là, on fait un peu machine arrière. Et donc là, c'est tout le danger qu'il y a. Et c'est sûr que là, il y a une sacrée bataille sociale à mener contre cette propagande et contre les dégâts sociaux que cela va occasionner. Le deuxième débat qui est révélateur d'une situation sociale très difficile pour nous et à quel point la société penche à droite et à quel point ben, évidemment tout part en arrière, c'est la question du bijoutier qui a tué malencontreusement le jeune braqueur. Alors c'est tous les débats sur la légitime défense, c'est tous les débats faut-il donc faire justice soi-même, et puis c'est le débat finalement de ces travailleurs, hein, donc les commerçants notamment et les bijoutiers plus particulièrement, hein, qui sont menacés dans leur vie quotidienne, dans leur travail, par toute une délinquance qui semble se développer. Et donc, c'est la question de l'insécurité hein, qu'on est en train de vivre en permanence. Et donc, évidemment, les débats, tous les plus réacs sont intervenus pour dire soit carrément, si j'avais été à sa place, j'aurais fait pareil, soit en disant, oui, ce serait bien quand même que ces gens-là puissent ne pas être inquiétés par la justice, parce que le salopard, c'est le voleur, et c'est quand même pas le bijoutier qui va se retrouver, bon voilà. Donc voilà le débat dans lequel on se trouve, et derrière tous ces débats-là, c'est cette question de justice individuelle, où on règle ses comptes soi-même, hein, et puis encore derrière, c'est cette question que finalement, la violence aujourd'hui, c'est celle des délinquants, c'est celle des pauvres, et donc le danger, il est bien là, et alors que nous, on a plutôt envie de discuter de l'insécurité sociale, de la question des emplois, de la question du combat contre la précarité, et que finalement, s'en sortir vraiment, c'est une question collective, c'est une question encore une fois d'une bataille sociale, et qu'aujourd'hui, on est malheureusement dans des discussions qui sont à l'opposé, où tout est individualisé, où on veut nous faire peur de tout, et finalement, il y a aussi quand même une volonté de dévoyer le mécontentement, ou en tout cas de nous faire regarder ailleurs, et plutôt que de regarder la délinquance patronale, plutôt que de regarder la délinquance du monde des affaires, de tous ces tricheurs, de tous ces magouilleurs, de tous ceux qui sont mis en examen aujourd'hui, hein, qui cumulent même des mises en examen. On peut parler de Sarkozy et de toute sa bande, hein, entre les Guéants, les Lagarde, les Tapie, hein, tous ceux qui sont ou témoins assistés, parce que vous avez vu, il y a quand même tout un vocabulaire très précis, parce que témoins assistés, c'est quand même pas mis en examen. Mais bon, on voit tout ce cirque-là. Et derrière, c'est cette délinquance patronale ou du monde de la finance, ou tout simplement cette délinquance des possédants qui font de plus en plus ce qu'ils ont envie de faire, mais en plus, ils le font avec ce sentiment d'impunité, ce sentiment que finalement, il n'y a pas de raison qu'ils soient embêtés avec tout ça. Mais bon, ça, il ne faut pas en parler. Parlons plutôt
du braqueur, parlons de ces voyous qui viennent certainement pour beaucoup des cités, hein, et le danger vient bien de là. Et donc c'est là qu'on voit les sorties d'un Estrosi, Estrosi qui se prend pour le shérif à Nice, hein, qui arrête pas de déraper en s'en prenant à ces voyous-là, qui va mater lui-même. Hein. Et puis quand on parle des voyous, il y a la question évidemment des gens du voyage. Et là j'en viens au troisième grand débat d'actualité, un grand débat social actuel. Eh bien c'est la question des Roms. Ont-ils vocation à s'intégrer en France ou ont-ils plutôt vocation à être expulsés par Valls? Eh bien voilà, ça ce sont les déclarations du ministre actuel de l'Intérieur, ce sont les déclarations qui sont celles d'un gouvernement qui n'hésite plus à déraper et à mener véritablement une bataille pour stigmatiser une fois encore, ceux qui font partie des plus victimes de la société et de la crise, ceux qui sont les plus marginalisés, ceux qui vivent dans des conditions de vie ultra précaires. Là, aujourd'hui, c'est les Roms, plus généralement les gens de voyage, dont on démantèle les camps sans hésitation, de plus en plus, à Saint-Denis, dans le sud-est de la France, ou aussi dans la banlieue bordelaise, du côté de l'avenue Thiers et de Senon, et un peu partout, on voit bien qu'il y a une politique aujourd'hui, on s'attaque à ces gens-là, on les vire, on les expulse, quelle que soit la situation dans laquelle vont se retrouver ces gens-là. Qu'on voit aujourd'hui, le débat, il est mis là. C'est-à-dire que le problème, ça devient cette petite partie de gens du voyage, d'immigrés. Et derrière, c'est le lien qui est fait avec, à partir du moment où il y a des gens comme ça, et de la pauvreté, il y a des risques de délinquance. Donc voilà, je vous dis ces trois débats-là parce que pour moi, c'est révélateur d'une situation aujourd'hui où on n'a pas la main, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est que finalement, les possédants, et évidemment largement relayés par les médias, veulent nous faire discuter sur ces sujets-là, veulent nous faire avoir ces préoccupations-là, fabriquer l'opinion publique, reposant sur la peur de l'autre, sur le repliement sur soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui devient catastrophique parce que c'est toute une logique politique qui vise à diviser les opprimés, à mettre du brouillard dans les consciences. Et alors qu'aujourd'hui, il y aurait de quoi discuter de la révolte contre un système, on va plutôt sur des terrains qui sont très, très, très dangereux pour nous tous. Et résultat des courses, c'est un des résultats, mais c'est pas forcément la seule explication, mais on a en même temps une popularité du Front National, de Le Pen ou de la famille Le Pen, qui semble monter en flèche. Je dis qu'il semble parce qu'on ne sait pas trop dans quelle mesure les médias fabriquent pas aussi une chose, parce que voilà tout s'entretient. Mais on a un danger qui est clair aujourd'hui, c'est la montée de l'extrême droite, c'est le renforcement de la droite dure, et puis c'est tout simplement la remontée de tous les préjugés racistes, sexistes, enfin tout ce qui peut diviser les opprimés, tout ce qui peut faire monter les gens les uns contre les autres. Donc voilà, ça c'est révélateur d'une situation. Alors le problème qu'on a nous, c'est être lucide sur cette situation-là. C'est pas se morfondre en disant voilà, on est mal en point, voilà, on est en train de voir une dérive extrême droite ou une dérive des préjugés aujourd'hui, et donc on voit qu'on est impuissant devant tout ça. Donc je pense qu'il faut quand même le constater. Et après, la question principale pour nous, c'est qu'il faut qu'on discute de nous, de notre camp social, de nos espoirs, de nos intérêts de classe, de nos perspectives politiques, de comment ces choses-là peuvent changer. Parce que même au creux de la vague ou au fond du trou, enfin on peut dire le mot qu'on veut, même dans la situation actuelle dans laquelle on se trouve, qui est dominée par un sentiment d'impuissance, un sentiment une résignation ou un fatalisme, c'est-à-dire ne pas trop savoir comment ça peut changer, même ne penser qu'on ne peut pas changer les choses. C'est à nous aussi de voir comment on peut inverser ces choses-là et discuter de comment notre camp social peut retrouver des forces, peut retrouver la pêche, le moral, parce que pour se battre, il faut ça, il faut la pêche et le moral, et comment on peut reconstruire des tissus militants, comment on peut reconstruire des solidarités, comment en fait on peut faire face à tout ce rouleau compresseur libéral et capitaliste. Et donc c'est ça, ces questions-là qu'il faut qu'on pose, c'est notre camp social, comment il peut retrouver cette force-là. Et là, de ce côté-là, c'est la question de la société dans laquelle on vit, et de dire clairement qu'on est dans un système en crise, mais en crise qui ne vient pas de l'extérieur. La crise, c'est le système lui-même qui la fabrique, c'est le résultat du système capitaliste, une crise qui est fabriquée par les possédants, qui est fabriquée par ce système-là. Donc oui, un système économique qui est inacceptable, qu'il faut combattre, qu'il faut renverser. Et donc il faut discuter de cette perspective politique-là. Il faut discuter de comment on peut changer ces choses-là, mais qu'aujourd'hui, l'adversaire,
il n'est pas invisible, il n'est pas, c'est comme disait Hollande au début de sa campagne, mon adversaire c'est la finance. Ben, l'adversaire, oui, c'est ce système capitaliste, c'est ce système qui est dirigé par les possédants qui font ce qu'ils veulent, qui dirigent une économie en fonction de leurs propres besoins, en fonction de leur égoïsme social. Bon, ben c'est ce système-là qu'il faut renverser, ce système-là qu'il faut arriver à une autre perspective, à un autre système économique et politique. Ce système injuste, moi, il y a deux choses qu'on a envie de dire, c'est que d'un côté, ce qu'on voit, c'est ce qu'on connaît directement, la dureté des niveaux de vie pour nous, les millions de gens qui sont en train de, là par exemple aujourd'hui il y a 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça ce sont des chiffres, il y a 5 millions de gens qui sont ou au chômage ou dans la précarité. Bon, ça ces chiffres-là, on les voit, on les connaît, on sait c'est ce qu'on vit nous, en tout cas c'est ce que notre milieu social est en train de vivre. Maintenant, à côté de ça, et c'est ça qui rend encore plus inacceptable le fait que des gens soient en train de galérer, de s'enfoncer dans la misère, y compris donc qu'on soit au chômage ou au boulot, parce que les difficultés de la vie, elles concernent tout le monde. Et on voit ça, mais à côté de ça, il y a les fortunes indécentes, il y a les profits des entreprises, des grosses entreprises, mais y compris de pas mal de PME, PMI. On voit ces Arnaud, on voit ces Bettencourt qui dépassent la barre des 20 milliards de fortunes personnelles, enfin professionnelles ils disent, parce que c'est le classement, vous avez vu le classement des fortunes, c'est les 500. Donc les 500 fortunes ont vu leur revenu augmenter de 25% entre 2011 et 2012. Donc nous on n'est pas du tout à ce niveau-là, quoi. 25%. Le dernier du classement des 500, il a 66 millions de fortunes. Donc voilà. Donc imaginez 25% de plus. Et le premier, c'est Arnaud, il a 23 milliards ou 24 milliards. Suivant les sources, on peut se retrouver, y compris même pas loin des 30 milliards de fortunes. Enfin, peu importe, on n'est pas à 5 milliards près. Les 10 plus grosses fortunes en France, cumulent 134 milliards d'euros à 10. Ils ont vu, donc eux, ils ont 30 milliards de plus entre 2011 et 2010, ce qui fait pas loin de 30% de plus. Donc voilà. Donc ça, c'est le niveau des fortunes. Et alors le challenge qui fait ce classement annuel, il y a un commentaire qui, en dessous de ces chiffres, qui dit ça donne le tournis. Ça c'est vrai que ça donne le tournis. Mais Challenge et tous ces commentateurs, ils disent pas, pour eux c'est pas scandaleux, ça donne le tournis parce qu'ils sont admiratifs. Parce que des riches qui s'enrichissent, c'est parce qu'ils sont malins, parce qu'ils bossent beaucoup, parce qu'ils ont de l'esprit d'initiative, parce qu'ils sont innovants, parce qu'ils ont toutes les qualités du monde, ces gens-là. C'est leur fortune, c'est leur richesse qui sont en train de se faire. Et alors il y a des gens qui sont admiratifs. Et puis même, ils disent plus loin dans l'article qu'en fait ce qui compte, c'est donner envie aux jeunes d'avoir envie de s'enrichir. Vous voyez, la culture de... Donc on en est là. Donc le tournis, oui, ça le donne pour eux parce que ça doit les exciter. Mais nous, ça nous donne un autre tournis. C'est cette révolte contre ce système-là. Comment des gens peuvent avoir 20 milliards, 30 milliards comment ça peut... En quoi c'est complètement indécent. Donc il y a ces fortunes-là, les fortunes des profits, les dividendes, je vous donne quelques chiffres en passant, les dividendes ont été multipliés par 3 sur les 15 dernières années, en pourcentage de la masse salariale. Donc des richesses, elles sont là, elles sont bien là, les richesses produites, elles augmentent, ou en tout cas celles qui sont détournées dans les poches des capitalistes, elles augmentent. Aujourd'hui, les riches sont plus riches et les pauvres plus pauvres, les écarts de richesse ont jamais été aussi importants. Et donc voilà, donc ça c'est le constat d'un système où on voit bien qu'on est pris dans une propagande où finalement il n'y aurait pas d'autre solution, où on ne pourrait pas faire autrement que de continuer cette politique libérale qui vise à réduire les dépenses. Parce que vous vous rendez compte, on en est toujours là. Il faudrait réduire les dépenses de l'État. Il faudrait réduire le train de vie de l'État. Parce que nous, population, on vit au-dessus de nos moyens. Voilà. Alors, le retraité ou la retraitée qui vit avec 600 € de retraite, il vit au-dessus de ses moyens. C'est ça qui est dingue. Le jeune aujourd'hui qui galère, qui n'arrive pas à avoir de boulot et qui est obligé de faire des heures sup ou de bosser la nuit pour payer ses études, il vit au-dessus de ses moyens. On en est là, c'est ça qu'on entend, c'est ça qu'on lit, c'est ça qu'on voit tous les jours dans les médias. Donc oui, il y a un bourrage de crâne, oui, il y a une propagande énorme. Et c'est ça qui est dingue, c'est que ce côté, l'indécence des riches, qui se croient tout permis, même tout permis, parce que dès qu'il y a un juge qui s'occupe de ses affaires, mais c'est l'injustice, c'est révoltant. Vous avez bien vu Guéant qui n'a pas accepté qu'il y en ait qui fourrent le nez dans les histoires des 10 000 € de primes qu'il avait depuis quelque temps, qu'il embarquait lui-même. On peut parler de Wörth avec toutes ces histoires-là, ou les histoires de Tapi. 403 millions, l'arbitrage qui a été fait a rapporté 403 millions à Tapi, et Tapi a eu 45 millions de dédommagement moral.
45 millions. Donc voilà, et ça c'est normal. Et alors nous, après, ce qui est terrible, c'est qu'il y a cette propagande-là qui nous culpabilise parce qu'il faudrait qu'on continue à payer, mais en même temps, on est assez con pour marcher dans cette combine-là, parce que finalement, ben voilà, on est encore en train de croire ces choses-là. Enfin, quand je dis on, c'est globalement, quoi. La population, il y a quand même toute une part où on est complètement fumé, complètement étouffé par cette propagande-là. Donc voilà, donc je suis revenu sur cette partie-là, mais après la question c'est ça, c'est que nous, la perspective politique qu'il faut qu'on arrive à défendre, qu'on arrive à développer, c'est la question de l'égoïsme aussi, on peut dire. L'égoïsme, pourquoi il appartiendrait qu'aux capitalistes. Nous, on peut aussi raisonner en égoïste, on peut essayer de discuter d'un égoïsme de classe, mais la classe des opprimés. C'est-à-dire de dire que l'argent, de toute façon, la richesse, c'est nous qui le produisons, c'est à nous de le prendre, c'est à nous de se réemparer de tout ce qui est détourné au fil des années et qui va dans les poches des capitalistes ou des possédants, ou des financiers. Donc oui, c'est cette question-là, c'est comment notre camp peut défendre ouvertement l'idée qu'il va falloir qu'on reprenne tout ça, l'idée qu'il va falloir qu'on se réapproprie les outils de production, qu'on se réapproprie toute une partie du secteur économique. C'est la question de l'autogestion qui est peut-être posée des fois dans certaines luttes sociales, comme du côté de Fralib à Marseille ou du côté d'Arcelor quand il y avait le débat sur la nationalisation, même partielle, même temporaire, où il y avait les débuts de débat sur cette question à partir du moment où les capitalistes ne sont pas capables de gérer, à partir du moment où ils ne sont pas capables de faire fonctionner une économie qui réponde aux besoins de la population, se pose le problème de se réapproprier tout ça, de reprendre en main l'outil de production. Et ça, c'est des trucs qu'il faut qu'on arrive à discuter, qu'il faut qu'on arrive à mettre à l'ordre du jour, parce que de toute façon, on sortira de la crise qu'à ce prix-là. Donc il faut qu'on arrive à discuter de ça. Mais ça suppose qu'on ait du culot, qu'on retrouve la dignité de ceux d'en bas et qu'on se dise, on a le droit de vivre, on a le droit de vivre décemment, on a le droit de bien vivre et on a le droit tout simplement d'avoir un avis sur la société, mais plus qu'un avis qui va au-delà des élections, c'est comment on peut nous diriger cette société-là. Donc c'est ces questions-là qu'il faut qu'on arrive à poser, à discuter, et c'est pas parce qu'on est dans une situation sociale très difficile ou en recul qu'on ne doit pas pouvoir discuter de ça ou essayer de poser ces problèmes-là. Donc moi j'en viens maintenant au rôle du NPA, là-dedans. Le NPA, vous savez, c'est un tout petit parti qui est plus petit que l'année dernière, qui était déjà plus petit qu'il y a 2 ans, et qui était plus petit qu'il y a 3 ans. Alors aujourd'hui, on a beau la ramener, comment pouvoir affirmer une prétention ou cet espoir de changer la société, de dire là des millions de révoltés vont se battre, comment on peut dire ça alors qu'on est en train de se gameler devant des fois les sourires ironiques des médias, le NPA, vous existez encore, ou même des fois des réflexions de certains militants à gauche. Nous on existe encore, on est moins fort qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 3 ans, mais ce qu'on garde quand même, c'est cet espoir qu'on peut changer les choses. Et même si on est moins fort, même si on s'est pris des coups dans la tête, même si on a subi des crises, des désaccords, des engueulades, n'empêche qu'on existe encore. Et si on existe encore, c'est pas pour se faire tout petit. C'est pour essayer justement de dire, oui, voilà, on a un parti à construire. Et le projet qu'on défendait en 2009, il est toujours d'actualité. Et encore plus d'actualité. Il faut qu'on construise un parti large, unitaire, anticapitaliste. Et ça, c'est fondamental. Il faut qu'on construise un parti des opprimés. Un outil qui soit entre les mains des salariés, entre les mains de ceux qui trinquent aujourd'hui, qui puisse être un outil qui aide à s'organiser, qui aide à discuter de tout ça et qui aide au bout du compte à prendre le pouvoir. Voilà, nous le NPA, c'est cette perspective politique qu'on défend. Alors évidemment que ça se pose pas le NPA tout seul, qui est vachement bien, et les autres autour, ils ont qu'à se rallier au NPA. Évidemment, puis on peut pas discuter comme ça aujourd'hui, ça ferait rire plein de monde. Donc c'est pour ça que la question unitaire, elle est aussi fondamentale. C'est que la gauche aujourd'hui, la gauche de gauche, elle est fragilisée, elle est éparpillée, y compris même le front de gauche qui n'a pas la même gueule qu'il y a 1 an. On voit bien, il y a des difficultés, des débats, des désaccords. C'est pas si simple que ça. Donc, le problème se pose aujourd'hui dans un milieu large militant, dans le milieu de la gauche politique, dans le milieu syndical, dans le milieu associatif. La question se pose de comment on crée des liens, comment on discute sérieusement des perspectives ensemble, de reconstruire une mobilisation, de reconstruire une résistance au rouleau compresseur capitaliste. Le problème, il est bien là. C'est discuter ouvertement de tout ça. C'est discuter à la fois des perspectives de lutte sociale, des perspectives de rapport de force, la perspective de reprendre la rue. Je reviendrai tout à l'heure. Enfin, pour finir, reprendre la rue à ceux qui ont eu tendance à la prendre ces derniers mois. Je parle des réacs et des fachos, à travers les manifs pour tous, ou à travers même les violences constatées contre les homosexuels ou contre les immigrés.
Donc voilà, il faut qu'on reprenne la rue. Cette perspective-là, il faut qu'on la discute. Maintenant, ça suffit pas à discuter, il faut qu'on prenne la rue avec la perspective vague de reprendre la société en main. La question, c'est quel programme aujourd'hui? Comment on met en place un programme politique qui puisse nous aider à retrouver la pêche, nous aider à avoir envie de se battre? Eh bien, ce programme politique, je vais pas le détailler parce que bon, nous, il est assez vague entre l'annulation de la dette, la réappropriation des banques, la socialisation des banques sous contrôle public, sous contrôle de la population, l'interdiction des licenciements, la question écologique aussi. Sur un véritable service public de l'énergie, l'arrêt du nucléaire. Bon voilà, il y a un programme politique qu'il faut qu'on arrive à discuter, mais globalement, c'est arriver concrètement à discuter des perspectives politiques, même y compris à court terme. Et aujourd'hui, la perspective politique à court terme, la perspective politique de combat contre l'austérité, contre la politique libérale et les dégâts qui sont liés à cette politique-là, eh bien c'est l'opposition à gauche de ce gouvernement qu'il faut construire. Parce qu'on avait un gouvernement de droite, réac, antisocial avec la bande de Sarkozy. Eh bien aujourd'hui, on a un gouvernement de deuxième droite. Je dis deuxième droite parce que c'est la formulation de Pinceau et Charlot. Il y a un bouquin qui est en vente là. La violence est riche, qui est pas mal, qui est même bien, où ils discutent de la deuxième droite. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement de deuxième droite, un gouvernement profondément libéral, profondément méprisant envers la classe sociale qui aujourd'hui paye la crise. Donc oui, la perspective, c'est de mener ce combat contre ce gouvernement-là, ouvertement un combat et construire une opposition à ce gouvernement-là, une opposition à gauche. Parce que le problème qu'il va y avoir et qu'on sent déjà aujourd'hui, c'est que si on n'arrive pas à rendre crédible une perspective politique à gauche de ce gouvernement-là, eh bien, le problème, il est facile à voir, c'est que c'est Sarkozy et sa bande qui vont retrouver le poil de la bête, et puis c'est le Front National, la famille Le Pen, et puis tous les réacs et fachos qui sont visiblement en train de se réorganiser, qui peuvent, eux, reprendre le dessus. Donc la question, elle est fondamentale, et c'est question de survie pour nous, c'est que si on n'est pas en capacité d'offrir une perspective à gauche, eh bien, c'est la droite dure ou l'extrême droite qui l'emportera. Pas uniquement sur des terrains électoraux, qui l'emportera socialement, qui l'emportera dans la rue. Donc oui, il y a un combat politique à mener. Concrètement, c'est comment on construit cette opposition au gouvernement de gauche. Et le NPA, là-dedans, il veut jouer un rôle, pas fondamental, mais en tout cas, il veut jouer ce rôle-là, en espérant convaincre les autres partis de la gauche ou la gauche associative, militante et syndicale. C'est arriver à préparer ça ensemble. Mais nous, en tout cas, c'est cette perspective-là qu'on défend. Donc je finis maintenant sur les élections. Je finis sur les élections parce qu'on n'est pas un parti électoraliste, mais quand même les élections c'est quelque chose d'important. En tout cas, c'est un endroit où on peut mener des batailles politiques. Et les élections qui arrivent, les municipales et les européennes, vont être très importantes. D'ici là, on peut espérer quand même que le mouvement des retraites pourra naître, ou en tout cas qu'il va y avoir une bataille sociale. Ça, il faut militer pour, et on essaiera, et on ne ratera pas les occasions, si jamais il y en a, de pouvoir organiser la lutte dans la rue. Mais ceci dit, il y a un calendrier électoral qui se présente, et nous, on va tout faire en fonction des forces qu'on a pour être présent le plus possible. Présent le plus possible parce qu'on a des idées à défendre, parce qu'on a cette bataille politique à mener, elle est aussi à mener à travers les élections, parce qu'on a envie de discuter des opprimés, qu'il faut qu'ils prennent leurs affaires en main, des opprimés qu'il faut qu'ils fassent de la politique eux-mêmes. Il y en a marre de voter pour des politiciens, marre de voter pour des gens qui font des promesses uniquement pendant les élections. Donc la question se pose, c'est que nous, on prenne en main tout ça, on fasse de la politique nous-mêmes, et c'est ça qu'il faut qu'on discute, y compris à travers les élections. Mais après, je pense surtout aux européennes, c'est que là, il y aura un enjeu aussi énorme de toute une propagande politique et faire entendre donc la voix anticapitaliste, mais faire entendre aussi une voix antiraciste, une voix anti-chauvine, une voix internationaliste. Il faut arriver à faire entendre cette idée qu'une autre Europe peut exister, pas cette Europe chauvine, pas cette Europe des banquiers, pas cette Europe antisociale qui est en train de s'attaquer partout, qui est en train de réprimer les mouvements sociaux comme en Grèce, en Espagne ou au Portugal, mais arriver à construire une Europe des peuples, une Europe qui soit contre celle des banquiers, mais une Europe sociale, une Europe qui essaie d'harmoniser le droit social par en haut et qui forcément s'appuie sur les luttes sociales, qui forcément exprime une solidarité envers les révoltes de tous les peuples. Alors je parle de l'Europe, mais aussi cette solidarité envers les peuples du Maghreb ou au Soudan en ce moment. Enfin voilà, d'arriver à exprimer cette solidarité et d'arriver tout simplement à exprimer cette perspective politique internationaliste que le combat contre le capitalisme il se passe à l'échelle de la planète et que ce qui est fondamental, c'est que s'expriment et se construisent des solidarités concrètes entre les peuples qui se battent aujourd'hui, parce que cette aspiration-là, la réalisation de l'aspiration sociale, elle se fera avec la lutte des peuples convergente. Donc ça, c'est hyper important. Et les élections, ça pourrait être une tribune pour dire ça, pour exprimer ça, pour construire ça. Et ça sera important parce que ça sera aussi à mener,
c'est important de mener la bataille sur ce terrain-là, parce qu'il faudra qu'on mène la bataille, y compris sur le chauvinisme de gauche, y compris sur le souverainisme qui est défendu par la gauche, y compris par la gauche de gauche. Il faut arriver à mettre au devant de la scène cette idée que l'internationalisme, que la solidarité, que la liberté de circulation, que la régularisation des sans-papiers partout, qu'on puisse accueillir tous les exilés qui fuient les dictatures ou les massacres de partout. Et à ce propos, vous avez vu hier et avant-hier, le dernier drame, mais qui est vraiment révélateur de cette Europe de forteresse, cette Europe qui veut se protéger par rapport à tous ces pauvres gens qui essaient d'arriver. Eh bien, c'est 400 morts à peu près, je ne sais pas où on en est, hein, des migrants qui ont fui les massacres en Syrie, qui étaient à 500 sur un bateau, le bateau a coulé et c'est à peu près 400 morts. Et là, ça émeut évidemment, même en Italie, l'opinion publique, elle est très touchée, et ça rassure, heureusement qu'il y a ça, mais c'est quand même des choses qui se passent aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont en train de crever, en train de se noyer, ou ils meurent dans des avions quand ils essaient de passer dans les soutes et tout ça. Aujourd'hui, les drames humains, c'est des dizaines, des centaines de milliers de gens, d'immigrés qui fuient la misère et qui n'arrivent pas à rentrer dans les pays riches. Donc nous, on défend la liberté de circulation, on défend la liberté d'installation partout, on défend le fait que les Roms puissent vivre ici, parce que nous on pense qu'ils ont vocation à vivre ici, on pense que les gens ils ont vocation à vivre sur toute la planète, on pense qu'ils ont vocation à circuler librement. Nous on défend cette idée-là, ce projet de société-là. Donc oui, les européennes ou les élections ou n'importe quelle tribune qu'on pourra avoir, ça permettra de discuter de ça et d'offrir cette perspective-là et de construire cet outil politique dont on a besoin qui mette donc en avant toutes ces idées-là. Donc les élections, ben, je finis, ça fait 3 fois que je finis, mais nous on a lancé une souscription nationale. On a besoin de 1 million d'euros. Alors, du calme. Je sais qu'1 million pour nous tous c'est énorme. Ça fait rire Copé et l'UMP, hein, qui eux ont réussi à avoir 11 millions en 6 semaines, hein, les doigts dans le nez, hein. Un parti, je le rappelle quand même, qui a triché, qui a magouillé, hein, qui a dépensé plus, qui n'a pas voulu tout déclarer, qui a essayé de confondre les dépenses du rôle du président avec la campagne électorale. Ils ont tout fait. Et bien, au bout du compte, ils récoltent 11 millions, les 2 tiers sont payés par l'État. C'est quand même pas mal, hein, c'est la niche fiscale. Ceci dit, nous, on veut bien s'en servir, la niche fiscale. Mais bon, en attendant, eux, ils s'en servent. Donc voilà, donc ce parti-là, il a évidemment réussi à avoir beaucoup plus que nous, mais nous, on a besoin de 1 million d'euros pour pouvoir être présents aux élections présidentielles. On a besoin d'1 million pour être présent aux élections européennes. Et je le redis, on n'est pas électoraliste, mais il y a une bataille politique à mener contre toutes les idées chauvines et racistes, contre l'extrême droite, contre l'UMP, contre le PS, et y compris montrer les désaccords qu'il peut y avoir avec le front de gauche là-dessus. Mais il faut qu'on arrive à défendre tout ça, cette perspective sociale, internationaliste, solidaire. Donc voilà, donc on fait un appel aux dons. Hein, alors on ne s'adresse pas à tout le monde, hein, on ne demande pas à Arnaud, on ne demande pas à Depardieu. Nous on demande au peuple de gauche, à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui sont un peu plus loin de nous, mais qui pensent que le NPA il est utile, qui pensent que ce qu'on dit, ben, il faut que ce soit dit. Donc voilà, ça passe par des sympathisants, par des gens qui sont très proches de nous, qui votent pour nous, mais ça passe aussi par toute une partie du peuple de gauche qui pense qu'il faut contester le capitalisme, qu'il faut défendre cette perspective de renversement du système actuel. Donc voilà, on s'adresse à tous ces gens-là, et nous ce qu'on espère c'est effectivement récolter ces 1 million d'euros, voire plus, pour pouvoir être aux élections, ben, tout simplement aussi pour pouvoir mener le combat social, pour pouvoir prendre la place qu'on mérite de prendre un peu partout. Alors, on est un parti qui mérite d'exister. J'ai oublié Georges Ibrahim Abdallah. Nous, on est solidaires de ce combat-là. Manifestation, rassemblement le 26 octobre à Lannemezan, jour anniversaire, enfin triste anniversaire de 30 ans d'incarcération de Georges Ibrahim Abdallah. Vous connaissez sûrement un peu tous ce résistant et qui est en prison, qui paye très cher et qui devrait être libéré mais qui ne l'est pas. Donc voilà, le 26 octobre à Lannemezan. Et on finit sur la note internationaliste. On va chanter, pour ceux qui ont les paroles, pas la Marseillaise, mais l'internationale. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre.